Alors c'est une conversation du lundi spéciale parce que c'est mon 60e anniversaire aujourd'hui. Alors je vous ai préparé quelque chose de spécial. Je n'en dis pas plus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 86 du 3 mai 2021 et je suis vraiment très heureux d'enregistrer cette vidéo le 2 mai 2021, c'est-à-dire le jour de mon 60e anniversaire. Et je vous avoue que vraiment pour moi, 60 ans c'est de la science-fiction parce que mon souvenir à l'époque où j'étais adolescent et je faisais partie d'un groupe de jeunes qui animions de temps en temps des goûters pour les personnes qu'on nommait les personnes des 3 fois 20, ou les 3 fois printemps, ou les 3 printemps, parce qu'à l'époque il y avait déjà un tabou par rapport aux vieilles personnes ou aux vieux, on n'osait pas les appeler les vieux, donc on les appelait les 3 fois 20 ans. Mais je me souviens que lorsqu'on animait ensemble des chansons de leur jeunesse, c'est-à-dire des chansons de Tino Rossi, d'Edith Piaf et d'autres chanteurs dont on avait dû apprendre le répertoire, j'avais tellement l'impression que ces personnes qui avaient 60 ans et plus attendaient une seule chose, c'était leur mort, que leur vie était terminée et qu'elles étaient déjà tellement décrépies, qu'elles étaient déjà tellement amoindries. Et je m'étais dit, oh non, c'est pas vrai que 60 ans, c'est à ça que ça ressemble. Et cette fois-ci, j'y suis à 60 ans. Et j'ai vraiment pas l'impression de ressembler à ces personnes dont j'ai le souvenir de l'époque de mon adolescence. Et je dirais que quelqu'un qui m'inspire beaucoup plus, c'est Edgar Morin. Edgar Morin qui a été déterminant dans mon parcours intellectuel en 1984 lorsque j'ai eu la chance de suivre son cours de 4e cycle à l'université de Louvain-la-Neuve. J'avais 23 ans à ce moment-là et Edgar Morin enseignait le contenu du 3e tome de son œuvre majeure qui était La connaissance de la connaissance. Et je vous parle d'Edgar Morin parce que dans quelques jours, il aura 100 ans. Mais non seulement il aura 100 ans, mais ces dernières années, il a publié 3 à 4 livres chaque année, figurez-vous. Il donne encore des conférences, il accorde régulièrement des entrevues à la radio, parfois un petit peu à la télévision, mais il se déplace de moins en moins. Et quand je vois quelqu'un qui a été vraiment majeur dans mon parcours de vie, être encore aussi actif, être encore aussi pertinent et fin au niveau de sa pensée alors qu'il a 100 ans, je me dis c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que j'ai encore 40 ans devant moi pour accomplir ma mission de vie, pour être au service des hommes et des femmes qui auraient besoin de mes services et surtout pour pouvoir continuer à évoluer sur cette terre en conscience, en amour, en compétence, pour grandir en conscience, en amour et en compétence. Et je vous avoue que ça, c'est une vision, c'est une conception qui me stimule beaucoup plus et qui m'enchante beaucoup plus qu'évidemment le souvenir que j'avais de la perception des gens qui avaient 60 ans lorsque j'étais adolescent, c'est-à-dire il y a déjà 45 ans. Alors, ce n'est pas pour vous parler de ça que je m'entretiens avec vous aujourd'hui, mais c'est pour répondre à une question que vous êtes très nombreux à m'avoir posée ces derniers mois. Et cette question, elle est toute simple, c'est « Mais Jean-Jacques, comment tu fais pour tenir, pour persévérer, pour ne pas te décourager dans une situation aussi merdique que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Comment tu fais pour ne pas te décourager? Comment est-ce que tu fais pour rester serein, rester centré, rester la plupart du temps calme, alors que nous sommes dans une situation extrêmement révoltante, une situation extrêmement confrontante. Comment tu fais, Jean-Jacques? Et je me suis dit, tiens,
à l'occasion de mon anniversaire, ce serait l'occasion de faire un peu un bilan de qu'est-ce qui me fait tenir, qu'est-ce qui fait que je persévère envers et contre tout, non seulement depuis 15 mois, puisque ça fait 15 mois que je suis entré dans ce combat du Covid-19. Hein. Souvenez-vous, c'était le 3 février 2020 que j'ai sorti ma première vidéo où je disais « Ils nous refont le coup de la grippe H1N1 ». Ça fait donc 15 mois. Mais en réalité, ça fait bien plus longtemps que je suis sous attaque des médias mainstream et des instances gouvernementales, puisque c'est en 1995 que pour la première fois, j'ai été lynché par les médias mainstream parce que j'avais eu le malheur de me positionner et de donner des conférences publiques où je me positionnais très clairement contre toute vaccination. Donc j'assume encore une fois mon statut d'anti-vaccin parce que je n'ai toujours pas réuni la moindre preuve de l'efficacité, de l'utilité et de la non-dangerosité des vaccins. Je m'étais aussi positionné en faveur des travaux du Dr Hammer au niveau de ses découvertes à propos de l'origine traumatique des cancers. Je m'étais aussi positionné un peu plus tard dans ma carrière contre cette arnaque de l'origine du sida. Donc c'est clair que les médias ne m'ont pas raté depuis 1995, donc ça fait depuis 26 ans. Et pourtant, je suis toujours là. Alors je me suis dit, bah, tiens, ce serait intéressant de réfléchir pour vous et de partager avec vous ce qui me fait tenir, ce qui me permet de ne pas me décourager, parce que peut-être, on ne sait jamais, hein, ça pourrait vous inspirer et ça pourrait peut-être être des points de repère qui vous permettent de mieux vivre cette pseudo-pandémie provoquée par un pseudo-virus dont la nocivité vous est révélée par des tests PCR qui produisent des pseudo-positifs, des pseudo-cas positifs, dont il faut se protéger par des mesures pseudo-barrières qui sont le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale, le couvre-feu, hein, tout ça ce sont des pseudo-mesures barrières. Et maintenant, on nous annonce qu'on va tous être sauvés par un pseudo-vaccin, puisque comme vous le savez, ça n'a rien à voir avec un vaccin, c'est plutôt une thérapie génique ou plutôt une injection létale pour un certain nombre de personnes de matériel génétiquement modifié qui est susceptible de modifier le code génétique des personnes qui reçoivent ces injections. Donc la question c'est, mais Jean-Jacques, comment tu fais pour tenir le coup et ne pas te décourager? Alors, j'ai réfléchi longuement, j'ai pris un certain nombre de notes et je vais essayer d'être assez concis, mais vous donner un maximum d'éléments parce que je pense qu'effectivement, ça peut vous être utile. Pour moi, l'élément principal qui fait que je tiens le coup depuis, je dirais, 26 ans d'attaque permanente et de harcèlement, c'est ma vision de la vie. C'est le fait que je considère que la vie, c'est une grande école dans laquelle je suis rentré au moment de ma naissance et dont je sortirai au moment de ma mort, et où je suis invité à saisir toutes les opportunités qui me sont offertes, y compris si ces opportunités sont des épreuves, pour voir comment je peux me renforcer sur le plan spirituel, comment je peux apprendre de mes échecs, de mes épreuves, et comment je peux faire en sorte de grandir en conscience, en amour et en compétence. Je dirais que pour moi, cette vision de la vie comme étant une salle de musculation spirituelle qui me permet de me renforcer spirituellement au fil de mon existence, je dirais que c'est ça, fondamentalement, qui me permet de tenir dans la durée. Il y a plein d'autres choses que je vais partager avec vous dans quelques instants, mais pour moi, c'est vraiment ça, le centre de ma démarche. C'est Teilhard de Chardin qui disait que nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle,
mais nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience d'incarnation. Et je pense que c'est très vrai, hein, quand on se réfère aux expériences de mort imminente, on le sait que les personnes qui sont mortes au niveau cardiaque et au niveau cérébral expérimentent malgré tout une continuité au niveau de la conscience, ce qui est bien la preuve que ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas notre corps qui génère et qui produit la conscience. Le cerveau n'est qu'un récepteur de la conscience qui existe indépendamment du corps. Si on comprend que la vie c'est ça, à ce moment-là, on peut décider, et en tout cas moi c'est ce que je fais depuis très très longtemps, on peut décider de regarder notre vie terrestre, notre vie incarnée, avec le point de vue de l'aigle, c'est-à-dire le point de vue de l'âme, le point de vue de la conscience ou le point de vue de la supraconscience, peu importe comment vous appelez cela, et de regarder tous les événements que nous vivons, y compris les événements les plus confrontants, les plus pénibles, les plus difficiles. On peut regarder tout ça comme étant des problèmes qui nous sont envoyés pour nous faire évoluer. Un peu comme au moment où j'étais au cours de mathématiques pendant mon école secondaire, on me proposait des problèmes en mathématiques que je devais résoudre. Et pour résoudre ces problèmes, j'étais obligé d'aller chercher dans mes ressources intérieures pour pouvoir résoudre les problèmes. Je n'ai jamais maudit mon professeur de me donner des problèmes. De la même façon que je ne maudis pas la vie qui m'offre régulièrement des problèmes pour que je puisse m'exercer, pour que je puisse évoluer. Donc, je dirais que ces malades mentaux que j'ai rebaptisés cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, moi j'ai une grande gratitude vis-à-vis d'eux parce qu'ils nous ont vraiment donné des beaux devoirs depuis un an, depuis même plus d'un an maintenant, pour nous challenger et pour nous dire est-ce que vous allez être capable de grandir en conscience, en amour, en compétence? Est-ce que vous allez être capable de tenir le coup, quelles que soient les conséquences pour votre vie, quelles que soient les conséquences psychologiques, quelles que soient les conséquences financières? Est-ce que vous allez être capable de tenir dans la durée? C'est ça qu'ils sont en train de nous dire, c'est cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Et merci à eux. Vous vous souvenez que lorsque ma chaîne YouTube a été supprimée alors que j'avais 230 000 abonnés et 13,5 millions de vues en 6 mois de temps, j'aurais pu me lamenter, j'aurais pu me sentir victime de la censure. Et vous vous souvenez peut-être que la vidéo que j'ai sortie quelques jours plus tard, où j'étais tout nu dans mon étang, et je vous chantais la chanson finale du film des Monty Python, Life of Brian, où il disait « Always look on the bright side of life ». Vous vous souvenez de ça, hein? Donc regardez toujours le côté lumineux de la vie, le côté brillant de la vie. Alors qu'ils étaient tous crucifiés et ils étaient donc condamnés à mourir sur leur croix. Et là, ils étaient en train de chanter allez, regardez toujours le côté positif des choses. C'est-à-dire, ça c'est un réflexe aussi que j'ai cultivé depuis des années et que j'ai reçu d'ailleurs d'un de mes mentors à l'époque où j'avais une trentaine d'années, où il me disait, il dit, quand tu vis une épreuve, Jean-Jacques, pose-toi toujours cette question clé que je vous offre là, que je vous transmets. Il me disait, retiens cette question, c'est quoi de positif? QDP, quoi de positif? Il dit, tu vis une merde pour l'instant dans ta vie, quoi de positif? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette merde? Et je lui disais, mais enfin Raymond, il n'y a rien de positif dans cette situation. Il dit, non, t'as pas bien cherché. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que tu es en train de vivre pour l'instant? Tu as perdu un contrat de plusieurs millions? Ok, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette perte de contrat? Ben rien, parce que je suis en train de faire faillite là. Je suis au bord de la faillite, j'ai plus d'argent, etc. Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Voyez? Je vous invite à faire cet exercice et de regarder qu'est-ce que cette pseudo-pandémie de Covid-19, qu'est-ce que cette crise et tout ce que vous vivez actuellement a de positif dans votre vie, du point de vue de votre âme, du point de vue spirituel, du point de vue de votre évolution personnelle. Ça, c'est un autre point. Autre point qui me permet de tenir dans la durée, qui me permet de persévérer sans me décourager,
c'est quelque chose qui s'est forgé en moi entre l'âge de 15 et 18 ans, et s'est forgé en moi la conscience des valeurs qui étaient fondamentales dans mon existence. Je dirais que c'est vers l'âge de 15 ans que ma conscience s'est réveillée au niveau de mes valeurs fondamentales. Et si je devais résumer ces valeurs, je dirais que ces valeurs sont le respect inconditionnel de la liberté, le respect de l'autonomie, le respect aussi de l'intégrité sur le plan physique, psychologique et spirituel. Pour moi, ça, ce sont mes valeurs fondamentales. Respect de la liberté, respect de l'autonomie, respect de l'intégrité sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Et quand je regarde ma vie, je me rends compte qu'à 60 ans, mes comportements n'ont toujours pas dévié de ces valeurs-là qui s'étaient forgées à l'intérieur de moi, qui m'avaient été révélées entre l'âge de 15 et 18 ans. C'est-à-dire que plus de 40 ans après, je continue à me battre pour les mêmes valeurs. L'autonomie, la liberté, l'intégrité physique, psychologique et spirituelle. Et le fait d'être aligné à mes propres valeurs, le fait d'être en cohérence avec mes propres valeurs, c'est-à-dire le fait que mes comportements et mes actes sont totalement conformes, la plupart du temps, aux valeurs que je défends depuis plus de 40 ans, mais je dirais que ça rend les choses beaucoup plus faciles à vivre. Ça rend les choses beaucoup plus légères, parce que quelles que soient les épreuves dans lesquelles je me trouve, je sais que je reste fidèle à mon socle et à mon centre de vie, à mon centre vital. Et ça n'a pas de prix, vous voyez. Lorsque le Palais royal de Belgique m'a sollicité en 1994, j'avais à ce moment-là 33 ans, pour travailler à leur service et pour les conseiller, et pour conseiller surtout les rédacteurs en chef de la presse écrite, de la presse radio et de la presse télévisuelle de Belgique, pour les aider à mieux manipuler l'opinion publique, parce qu'à l'époque, j'avais la réputation d'être un des meilleurs, sinon le meilleur expert des phénomènes de manipulation de masse. Ça n'a pas été très difficile pour moi de répondre pratiquement instantanément au colonel Vassen qui me sollicitait pour changer de camp, je dirais, c'est-à-dire pour arrêter d'enseigner aux gens comment repérer les jeux de pouvoir et comment les désamorcer, comment ne plus en être victime, et passer du côté des puissants pour les aider à mieux manipuler la population. Ça ne m'a pas pris 2 minutes pour dire au colonel Vassen, mais colonel, vous rêvez, jamais je ne serai au service du Palais Royal, je ne serai jamais au service de ces gens qui ont tout intérêt à manipuler l'opinion publique. Je consacre ma vie à donner des outils aux gens pour qu'ils soient plus libres, plus autonomes et pour que leur intégrité physique, psychologique et spirituelle soit respectée. Vous n'espérez quand même pas que je vais travailler pour vous. Mais qu'est-ce qui a été tellement facile dans ma prise de décision de ne pas collaborer avec eux? C'est que tout simplement, mes valeurs étaient extrêmement claires. C'était, mais même pas pour 10 millions de francs belges à l'époque, je n'aurais accepté ce genre de contrat. Et puis ne plus être capable de me regarder dans un miroir chaque fois que je me rase le matin. Et lorsqu'on est dans une crise, et c'est ce que je vous ai dit dans plusieurs conversations du lundi, une crise, c'est une occasion de réévaluer. Krinein en grec, c'est réévaluer. Et réévaluer, c'est revisiter nos valeurs. Donc, lorsque nous sommes dans une crise comme actuellement, c'est une occasion, c'est une opportunité vraiment fondamentale de vous poser la question. Est-ce que,
pour l'instant, les choix que je fais, les actes que je pose, sont en cohérence avec mes valeurs profondes, avec mes valeurs fondamentales. Et si la réponse n'est pas claire parce que tout simplement vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, je dirais que c'est l'opportunité de visiter vos valeurs ou de vous demander mais pourquoi est-ce que je serais prêt à donner ma vie? Qu'est-ce qui me manquerait fondamentalement si j'abandonnais ces valeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi pour moi, c'est ça qui me permet de tenir dans la durée. C'est parce que j'ai une boussole intérieure depuis plus de 40 ans. Et cette boussole, c'est la boussole de mes valeurs. Et à partir du moment où vous avez une boussole qui fonctionne bien, il peut se passer n'importe quoi dans la vie. Vous savez toujours que vous allez retomber sur vos pattes. C'est même pas une boussole, en fait c'est un gyroscope. Et vous savez qu'un gyroscope, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans n'importe quel sens. Ça garde l'axe horizontal, vertical et c'est quelque chose qui est magique. Qu'est-ce qui me permet encore de tenir? Eh bien, ça pourrait peut-être se résumer dans ce que Platon avançait, le philosophe grec, où il parlait de l'importance de s'attacher le plus possible et le mieux possible à la vérité, à la beauté et à la bonté. Et c'est comme ça que dans mon existence, j'ai toujours essayé d'être dans la vérité, dans la transparence, dans l'authenticité, ça c'est le premier critère de Platon. La beauté aussi. J'aime la belle musique, la musique harmonisante, la musique harmonieuse, la musique qui élève l'âme, qu'il s'agisse de musique classique ou de musique contemporaine. J'aime la beauté esthétique, j'aime les beaux paysages, j'aime m'entourer de quelques objets, mais qui sont de beaux objets. Et il y a aussi la bonté, la bienveillance, la gentillesse, des choses qui sont douces pour l'âme, qui sont douces pour le cœur. Et même dans des moments extrêmement difficiles comme ceux que l'on vit actuellement, je pense que se rappeler qu'il est important que régulièrement nous nous abreuvions à l'aune de la vérité, de la beauté et de la bonté, je pense que ça peut nous aider aussi. En tout cas, moi, ça m'aide. Ça m'arrive le soir, même parfois il est minuit, 1h du matin, j'ai fini de travailler et avant d'aller me coucher, je joue quelques airs au piano, des choses qui me plaisent, des choses qui sont belles, ou j'écoute de la musique. Quand je regarde des films, j'essaye de choisir des films qui élèvent ma conscience, qui élèvent mon âme. Quand je lis des livres, j'essaye de choisir des livres qui élèvent ma conscience, qui me nourrissent spirituellement, qui me nourrissent émotionnellement. Et tout ça mis ensemble fait que je trouve que après 15 mois de combat, non seulement je me sens toujours bien, mais je me sens de mieux en mieux. Alors que j'assiste actuellement à un génocide planétaire qui est perpétré par quelque chose qu'on nous présente comme une vaccination. Et malgré cette situation génocidaire, je reste centré, je reste serein. Parce que je sais que tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Je sais que tôt ou tard, la beauté finira par triompher. Je sais que tôt ou tard, la bienveillance, la bonté, la gentillesse, l'amour, le respect finiront par triompher. C'est juste une question de temps. Et alors, vous pourriez me demander, mais enfin Jean-Jacques, quand même, si tu es conscient, peut-être plus que nous,
que nous assistons actuellement un peu impuissants à un génocide où des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes sont en train d'aller à l'abattoir, comment est-ce que tu fais pour être indifférent? Alors je ne suis pas indifférent. Je suis loin d'être indifférent. Ça m'arrive d'avoir envie de pleurer. Je me sens profondément triste que ces personnes qui vont se faire injecter en croyant qu'elles se protègent et qu'elles protègent leur entourage sont en train de se faire massacrer. Je ne suis pas indifférent à cela. Mais c'est là où j'ai tiré les enseignements de ce que j'avais mal vécu au moment de la grippe H1N1 en 2009, où là aussi je m'étais battu contre cette propagande honteuse perpétrée par les médias mainstream, perpétrée par l'OMS, perpétrée par les instances de santé publique. Mais la grande différence, c'est qu'en 2009, j'étais complètement focalisé, j'étais complètement centré sur le résultat de mes actions d'information. Je voulais absolument que personne n'aille se faire vacciner. Je voulais sauver la planète entière. Et chaque fois qu'une personne se faisait vacciner, pour moi, c'était un échec personnel. Et donc, en 3 mois et demi, ça m'a complètement détruit sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Ce qui m'a fallu plus de 2 ans pour m'en remettre, jusqu'en février 2012. Ce n'est qu'en février 2012, au moment où j'ai décidé de partir en retraite solitaire pendant 4 semaines, c'est là où j'ai pu me reconnecter à mon âme, c'est là que j'ai pu me reconnecter sur le plan spirituel. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais fait piéger par cette focalisation que j'avais de vouloir absolument atteindre un résultat. Cette fois-ci, et ça c'est une attitude psychologique que j'ai adoptée en février 2020, en me disant « je ne me laisserai pas avoir comme la fois dernière ». Donc j'ai tiré les enseignements, si vous voulez, de mes erreurs de 2009, et je me suis dit « je vais me battre autant de temps qu'il le faudra contre cette propagande criminelle. Mais je ne vais absolument pas me focaliser sur le résultat de mes actions. Je vais me focaliser uniquement sur la qualité de mes actions. C'est-à-dire, je vais me focaliser sur ce qui est 100% sous mon contrôle, c'est-à-dire, je vais me focaliser sur mes objectifs et je ne vais pas du tout me focaliser sur le résultat de mes actions. Et ça fait toute une différence. Et donc, si je peux vous donner ce conseil, c'est un conseil que je donne systématiquement à tous mes étudiants dans mes différentes écoles en ligne, c'est de faire la différence entre ce qui est 100% sous votre contrôle et ce qui est 0% sous votre contrôle. Ce qui est 0% sous votre contrôle, ne vous en préoccupez pas, puisque de toute façon, vous ne pouvez rien changer à ce niveau-là. Par contre, ce qui est 100% sous votre contrôle, vous pouvez changer quelque chose, puisque ça ne dépend que de vous. Et donc, depuis le début février, je suis complètement focalisé sur la qualité des informations que je vous livre. Je suis complètement focalisé sur la pédagogie et la clarté de mes explications. Je suis complètement focalisé sur les moyens que je peux prendre pour diffuser le plus largement possible les informations que je veux vous livrer. Par contre, je ne suis pas du tout focalisé sur l'impact que ça va avoir sur vous. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis focalisé, parce que je sais que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Que vous m'aimiez ou que vous me détestiez, ça ne dépend pas de moi non plus, donc je ne vais pas me focaliser là-dessus. Que vous alliez vous faire vacciner ou que vous n'alliez pas vous faire vacciner, ça ne dépend pas de moi non plus.
Que les médias mainstream m'encensent ou me démolissent, ça ne dépend pas non plus de moi. Donc, qu'ils fassent leur boulot, moi je fais le mien. Et de toute façon, je trouve ça génial que les médias mainstream aient autant parlé de moi depuis des mois et des mois, parce que ça va me donner l'opportunité d'être encore plus connu par des personnes qui sont en train de s'éveiller. Donc moi je trouve ça génial parce que j'ai de la publicité gratuite depuis des mois et des mois. Vous voyez, c'est toujours cette phrase, quoi de positif? Quand les médias me lynchent en citant mon nom, moi je trouve ça génial parce qu'ils font de la publicité pour moi, gratuitement, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Les autres, de toute façon, je ne peux pas les rejoindre. De toute façon, ça ne change rien. Ceux qui sont déjà conditionnés par les médias et qui croient dur comme fer que nous sommes dans une vraie pandémie et que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour nous protéger, ces gens-là, je ne les toucherai peut-être jamais, ou peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, en attendant, je me dis, ceux qui ont des oreilles pour entendre, eh bien, ils auront fait ma connaissance grâce aux journalistes. Alors, merci les journalistes, voyez. Alors, sur le plan psychologique aussi, ce qui m'aide encore à tenir, et ça aussi, ça peut peut-être vous être utile, c'est que j'estime que toutes les émotions par lesquelles je passe depuis le début de cette pseudo-pandémie, elles sont légitimes. Vous entendez? Elles sont légitimes. Et c'est pour ça que je me suis donné la permission, de temps en temps, dans certaines conversations du lundi, de pousser un coup de gueule et de me fâcher contre les journalistes, de me fâcher contre ces malades mentaux qui sont cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, de me fâcher sur les instances de santé publique, de me fâcher sur les fact-checkers, sur les débunkers, sur les décrypteurs, etc. Parce qu'il y a de quoi être fâché, il y a de quoi être en colère. Et ce n'est pas en réprimant notre colère que nous allons nous faire du bien et que nous allons tenir le coup. Parce que de toute façon, souvenez-vous qu'une émotion, en latin c'est ex movere, c'est bouger hors d'eux. Eh bien, une émotion, c'est fait pour s'exprimer. Ce n'est pas fait pour s'imprimer. Parce que lorsque vous imprimez vos émotions, lorsque vous réprimez vos émotions, eh bien, vous retournez votre colère contre vous. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent par se suicider. C'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent par tomber en dépression, tomber en burn-out, tomber dans l'alcoolisme, tomber dans la drogue. Donc, donnez-vous la permission de vivre vos émotions. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez aller taper sur la gueule des flics lors de la prochaine manifestation, non. Mais donnez-vous la permission de vous laisser traverser par les émotions. Ça, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants depuis plus de 30 ans maintenant. C'est, laissez-vous traverser par les émotions. Aucune émotion n'est négative. Les émotions sont désagréables, d'accord, mais elles ne sont pas négatives. Elles sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre monde. De la même façon que si vous êtes triste, si vous avez envie de pleurer quand vous voyez que des innocents sont tués actuellement à coups d'injections létales qu'on nous présente comme des vaccins, eh bien pleurez. Plongez dans votre tristesse, donnez-vous la permission d'être triste. Et si vous avez peur de ce qui va vous arriver ou de ce qu'il pourrait vous arriver, si vous avez peur de voir votre commerce tomber en faillite, eh bien donnez-vous la permission d'avoir peur. Mais j'espère que vous n'allez pas rester dans la peur, que cette peur, vous allez la transmuter en action pour mettre en place des actions qui feront que vous allez défendre bec et ongle votre commerce et que vous n'allez pas vous laisser damer le pion par des crapules qui sont au pouvoir actuellement et qui sont au service, qui sont les marionnettes de ces psychopathes milliardaires. C'est comme ça que je tiens le coup aussi. C'est parce que toutes mes émotions, je ne les ai pas réprimées. Et au contraire, je les ai transmutées en action. Alors pour terminer cette série de conseils, entre guillemets, sous forme de partage ou de témoignage, je dirais que je veille aussi à mon équilibre sur le plan physique. Donc j'ai commencé par le plan spirituel, j'ai continué avec le plan psychologique, maintenant j'en arrive au plan physique.
Ben, sur le plan physique, bien entendu, je continue à faire attention à mon alimentation, mais bon, ça, ce n'est pas d'hier. Ça fait plus de 35 ans maintenant que j'achète de la nourriture biologique, que je fais attention à mon alimentation, à mon équilibre alimentaire. Et je dirais qu'en situation de crise, c'est encore plus important de faire attention à votre équilibre physique. Je vous rappelle quand même que c'est depuis l'âge de 26 ans que je n'ai plus pris un médicament, une aspirine, un antidouleur, un antibiotique. Donc ça fait 34 ans que je n'ai plus eu recours du tout au moindre médicament chimique, allopathique. Même pas des remèdes homéopathiques, même pas des suppléments alimentaires, même pas des vitamines, depuis plus de 30 ans. Alors bien entendu, il n'y a pas que l'alimentation qui compte, hein. Comme vous le savez, je recours régulièrement à la pratique des lavements au café, dont je parle amplement à mes étudiants de l'Académie de la vie en mouvement. J'en parle aussi dans mon blog. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui me tient en équilibre. Et puis, la gestion de mes émotions, c'est ça qui me tient en équilibre sur le plan physique, parce que moins je résiste à mes émotions, moins je suis en stress, plus mon système immunitaire peut faire son travail et plus ma physiologie reste en équilibre. Je pratique peu de sport, à part le tennis en été et un petit peu de vélo, mais je ne suis pas un grand sportif. Mais je me suis rendu compte que ma condition physique est excellente grâce au fait que je suis à l'écoute de mon corps le plus souvent possible. Et dès que je sens qu'il y a un petit stress au niveau de mon corps ou au niveau émotionnel, eh bien, je vais faire quelque chose, je vais poser des actes pour que ce stress émotionnel puisse disparaître le plus rapidement possible. Ce qui fait que j'ai adopté comme comportement aussi que quand je suis en conflit avec quelqu'un, eh ben, je ne vais pas laisser traîner les choses 36 jours, hein, ou 42 jours, ou plusieurs années. Je vais aller trouver la personne. Et je vais aller lui dire ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai en travers de la gorge, ce que j'ai sur l'estomac. Il y a des pratiques religieuses qui disent ne va pas te coucher avant de t'être réconcilié avec ton frère ou ta sœur. Alors, je ne fais pas cela au point d'aller trouver la personne le jour même, parce que parfois, quand il y a un conflit difficile ou grave ou intense, il vaut mieux laisser retomber la poussière quelques jours, mais je ne laisse pas des semaines ou des mois avant d'aller retrouver cette personne et avant de lui exprimer en tout cas ce que je ressens. Et je me rends compte que chaque fois que je fais ça, eh bien mon stress diminue. Voilà ce que je fais. Bon, je pourrais encore vous livrer plein de choses, mais je pense que l'essentiel est dit. Et j'espère vraiment que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui à l'occasion de mon 60e anniversaire vous sera utile. Et si ça vous a été utile, eh bien je vous remercie à l'avance de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Sachez maintenant que j'ai décidé parce que ça c'est 100% sous mon contrôle, de multiplier les plateformes sur lesquelles je vais être présent. Donc non seulement je suis présent sur ma chaîne privée, je suis présent sur Full Live Channel, mais j'ai décidé maintenant d'être présent aussi sur Odyssée. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne Odyssée, dont les liens se trouvent sous cette vidéo, parce que plus j'aurai d'abonnés sur ma chaîne Odyssée, plus il me sera permis de faire des lives sur ma chaîne Odyssée. Donc, merci de vous abonner à ma chaîne Odyssée le plus rapidement possible. Je serai aussi sur VK prochainement, je serai sur D-Live aussi, je serai sur plein de plateformes. En fait, toutes les plateformes possibles et inimaginables, je vais y aller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour multiplier les chances d'atteindre un public de plus en plus large, parce que nous sommes au cœur d'un génocide et il faut absolument que nous alertions le plus de personnes possible avant qu'il ne soit trop tard pour ces personnes. Et merci à l'avance pour tous ceux et toutes celles parmi vous qui vont me souhaiter bon anniversaire.
et me remercier pour tout ce que je fais pour vous depuis 15 mois maintenant. Bon, vous imaginez bien que je n'aurai pas le temps et la disponibilité de vous dire merci individuellement à chacun et à chacune, mais sachez en tout cas que je vais prendre plusieurs heures pour lire tous les commentaires que vous aurez laissés sous chacune des vidéos ou en tout cas sur chacune des plateformes sur lesquelles j'aurai posté cette vidéo d'aujourd'hui, cette conversation du lundi d'aujourd'hui. Merci, merci d'être là, merci de faire cet investissement en temps et en énergie, de vous informer et d'être vous aussi, à votre façon, des gardiens de l'humanité. Merci de me soutenir de la même façon que j'essaye, à ma mesure, de vous soutenir et on se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures dans cette passionnante aventure de l'incarnation et dans cette passionnante épreuve qui est l'épreuve de cette pseudo-pandémie de Covid-19. À bientôt et prenez bien soin de vous.